Patrick Lemaître, le 18 avril 2025 à Briançon. Patrick, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous dans cet appartement qui, j'ai cru comprendre jadis, a hébergé le PGHM de Briançon, avec une marmotte dans le jardin, mais je pense que la marmotte n'est plus là. Euh, pour une longue conversation qu'on va avoir sur votre parcours, et puis ça permet aussi, dans ces portraits montagnards, d'aborder un certain nombre de sujets qui vous tiennent à cœur. Et ne serait-ce que là où on est installé avec tous ces piolets, on sait qu'il y aura un rapport avec la montagne. Alors, dans un premier temps, traditionnellement, je propose de répondre à une question qui a été posée par le portraitisé précédent, qui en l'occurrence était Dalila Zane, la sous-préfète de Briançon. Alors, la question, comme vous suivez un peu cette série de vidéos de portraits montagnards, vous l'avez déjà entendue, mais je vous propose de la réécouter. Eh bien, moi, j'aimerais lui demander ce qu'est pour elle l'État local. L'État local. Oui, donc l'État, Avec un E majuscule. voilà, Voilà. avec un E majuscule. Voilà. Voilà, donc cet État local. Oui, l'État local, bon, je ne peux pas dire que j'ai souvent besoin justement de tous ces services. Le seul service dont j'ai eu besoin il y a quelque temps, c'était justement France Service. J'accompagnais un camarade qui était hospitalisé à très longue durée et j'avais besoin de débrouiller des papiers. Et j'ai vraiment été très bien accueilli et très bien renseigné. J'ai eu affaire à une personne qui était vraiment compétente et dévouée. Et c'est surtout quand j'ai vu toutes ces personnes âgées qui attendaient avec leurs formulaires souvent incompréhensibles, hein, dans la salle d'attente, il y a une personne qui me montrait, elle me dit j'ai relu 5-6 fois la phrase, j'arrive toujours pas à comprendre ce qu'on me demande. Donc, chapeau à ces gens-là hein, qui arrivent à débrouiller pour surtout nos anciens, hein, qui ont du mal justement avec Internet, etc. Voilà, c'est à peu près le seul service avec qui j'ai eu affaire. Et voilà, très satisfait. Donc, bon, chacun a affaire avec un des services de l'État et ils sont très nombreux. Alors, il y a l'éducation, il y a la forêt, il y a des tas de services. Donc, vous, c'était France Voilà. Service. Un service qui d'ailleurs est relativement récent puisque devant répondre à vraiment une problématique de personnes âgées, mais pas seulement parce qu'on se rend compte que même ce qui est informatique, les jeunes peuvent aussi avoir à certains moments des difficultés. Hein. Oui, oui, j'en sais quelque chose. Hein. On est encore, comme je dis souvent, de l'ancien monde, avant Internet, avant le téléphone portable, et des fois on a beaucoup de mal avec ces choses-là. Heureusement qu'on est souvent entouré de jeunes gens, hein, c'est ce qui m'arrive, moi, quand j'ai des problèmes Internet ou de téléphone, d'avoir voilà, des générations plus jeunes qui viennent m'aider. Alors on remonte justement dans le temps, puisque la jeune génération, vous en avez fait partie il y a déjà quelques années. Hein. C'est ça, oui. Voilà. Les gens vous imaginent briançonnais, puisque passionnés par l'histoire des troupes de montagne, mais pas forcément briançonnais au départ. Non, pas briançonnais. Je suis né à Paris, hein, donc j'ai passé ma jeunesse dans la banlieue parisienne, dans la banlieue sud. Et voilà, c'est à l'âge de 19 ans où je suis arrivé à Briançon. Hein, j'avais devancé l'appel pour venir dans les troupes de montagne, où je suis arrivé pour faire mon service militaire au 15-9. Vous aviez quoi comme compétence à l'époque? Vous aviez fait quoi comme études? Alors justement, ça, le parcours scolaire, ça a été quand même assez court chez moi. Voilà, j'ai pas fait d'études en réalité. J'ai vite décroché au niveau déjà à la fin de l'école primaire, je suivais déjà plus dans les études. Quoi. J'ai un parcours assez spécial. Je suis peut-être pas tombé sur les bons instituteurs. J'ai quand même des très mauvais souvenirs. Hein. Voilà, j'ai compris très jeune, à travers surtout un instituteur qui m'a vraiment cassé. J'ai compris qu'il n'y avait pas que avant tout le monde, peut-être très jeune, qu'il n'y avait pas que des gens bienveillants dans la vie. Donc ça m'a rendu quand même assez méfiant tout le long de ma carrière et autres, et ça m'a certainement servi. Mais ça, je ne regrette pas ce passage. Hein. J'ai étudié après par moi-même. J'ai commencé à travailler très jeune, on m'a mis à l'usine. Et avec mes premiers salaires, j'ai commencé à aller dans les librairies, à acheter des bouquins spécialisés. Ça allait de la préhistoire jusqu'à l'histoire moderne. Et j'ai beaucoup lu, beaucoup appris par moi-même. Et voilà, au niveau des études, je peux dire que voilà, j'ai étudié par moi-même.
Et vous arrivez donc à Briançon, au 15-9. Alors ça se passe comment le 15-9 pour un Parisien qui débarque au milieu de la montagne? Alors, le 15-9, déjà, c'était une envie de venir à la montagne. Dès l'âge de 14 ans, je trouvais des petits boulots l'été, et ce qui m'ont permis de me payer mes premiers sports d'hiver. Euh, avec l'argent gagné, j'avais un correspondant dans les Alpes, à Orsières-Merlette exactement, et qui me recevait dans sa famille. Donc, ça me permettait, avec cet argent gagné l'été, de payer une petite pension, de payer le train. Je prenais le train à la gare de Lyon, j'avais 14 ans. Hein. J'avais pas d'équipement, mon anorak c'était un kawaii, mon pantalon de ski c'était un jean. Je peux dire que j'ai vraiment démarré, ça c'était dans les années 72-73. Et bon, j'ai commencé à faire du ski, ce qui m'a donné l'envie justement de continuer à faire du ski. Ça a été sur une période de 3 ans. Et dès que j'ai pu avoir l'âge justement de devancer l'appel pour partir à l'armée, j'ai demandé les troupes de montagne, je voulais absolument voilà, venir dans les Alpes. Et alors, comment ça se passe cette année enfin peut-être même un peu plus qu'une année de Une service? année. Une année, Oui, une oui. année de service. Est-ce que ça correspond à l'attente que vous aviez de la découverte de la montagne? Oui, vraiment. Oui, Ouais. oui. Là, je suis arrivé, c'était en avril 1977, hein, à la gare à Briançon. Donc, bah, tout le long du trajet, je guettais. Il y avait encore des taches de neige, il y avait encore d'ailleurs des petits monticules de neige dans la cour de la caserne. Mais pour moi, j'étais heureux. J'arrivais en fin de compte à la montagne, et bon, grâce au 15-9, bah, j'ai découvert un peu toute la pratique de la montagne. Hein, que ce soit l'alpinisme, que ce soit le ski, bien sûr, je me suis bien amélioré, hein, puisque on a passé vraiment beaucoup de temps à l'extérieur de la caserne. C'était formidable, quoi. Je n'avais pas l'impression de faire une année de service militaire pour moi. Ah oui. Voilà. Mais il y avait quand même l'ambiance militaire qui ne vous a pas rebuté, a priori. Qui m'a pas rebuté, j'étais déjà habitué, comme je vous l'ai dit, je travaillais à l'usine, se lever à 5 heures du matin pour Ouais. partir, etc., les contraintes, l'effort. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment, contrairement à certains, c'est sûr que ça leur a changé la vie. Moi, j'ai quand même eu une enfance où j'ai été plus ou moins élevé à la dure, quoi. Oui, donc contexte militaire, Oui. pas de souci. L'armée se termine, vous retournez à Paris ou vous restez à Briançon? Non, je reste à Briançon, l'armée se termine. Je rencontre ma femme quelques mois avant la fin de mon service militaire à Briançon. Mais mon idée, déjà, c'était de rester à Briançon. Ah oui, Quand vous avez connu un an de service militaire ici dans le Briançonnais, retourner travailler à l'usine avec pas de fenêtre, le seul éclairage il vient du plafond, je me voyais mal retourner là, quoi. J'étais prêt à faire n'importe quel boulot, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, hein, pour rester à Briançon. Donc je suis resté à Briançon, je me suis marié un an plus tard. Voilà, et alors ça a été un enchaînement de petits boulots. Dans les fin des années 70, trouver du travail à Briançon, c'était pas tellement évident. J'ai pris tout ce qu'il y avait, hein, petit boulot. J'ai même livré le charbon, hein, pendant 3 ans. Mais ça m'a pas rebuté l'effort. J'étais tellement content d'habiter ici que voilà. Et puis j'ai évolué, j'ai changé de travail. Je suis devenu commercial dans un négoce de matériaux, etc. en Et pratiquant toujours un peu la montagne. toujours en pratiquant randonnée, etc. Un peu d'escalade. Et c'était en 94, je crois. J'ai un camarade qui me propose, il faisait les chantiers de cordistes, ce qu'on appelait travaux acrobatiques à l'époque, et qui me propose, il me dit, c'est au mois de janvier, il me dit, si ça t'intéresse, parce qu'il savait que je m'ennuyais, j'étais devenu commercial, mais travailler dans un bureau, Ouais, je retombais encore oui, c'est pas top. dans une chose, à laquelle j'avais échappé des années avant, quoi, travailler enfermé. Donc il me dit, voilà, il y a du travail, c'était au barrage du Chambon à l'époque. En plein mois de janvier, il me dit, bah, c'était des rouleaux de grillage. On les voit encore hein, quand on traverse sur le barrage du Chambon, toutes ces parois équipées de grillage. Donc j'ai démarré au mois de janvier là-dessus, sur corde. Et ça, c'était assez pénible, mais j'étais à l'extérieur, j'étais dans mon élément. Et après, j'ai enchaîné des chantiers pour l'EDF pendant 3 ans sur le dernier gros barrage de France en Lozère, toujours sur corde hein, pendant 3 ans. Donc ça a été un petit peu mon tremplin. Là, j'étais à mon compte, j'étais travailleur indépendant. Et ça a été mon tremplin, en même temps que je faisais mes travaux de cordiste, mon but c'était de travailler dans ma passion. Ma passion c'était les objets de collection, bien sûr le militaria, tout qui se rapporte à l'histoire, à l'armée, etc. Donc en même temps, j'ai monté mon entreprise, en même temps que mon travaux de cordiste, je lançais mon entreprise de Le Maître Militaria. C'est la vente d'antiquités militaires. Voilà, donc après les années se sont enchaînées, hein, j'ai fait ça pendant plus de 30 ans. J'ai commencé à acheter une collection, à revendre sur les salons, et puis après de faire connaissance avec d'autres personnes qui m'ont amené. J'ai commencé à travailler avec des marchands belges, des marchands allemands,
Et j'ai fait un petit peu tout le tour. J'ai acheté en Angleterre, en Suisse, en Espagne, en Italie. Commencer à travailler, à importer beaucoup de matériel, des armes neutralisées, beaucoup pour les musées, pour les collectionneurs. Et c'est ainsi que j'ai commencé à grossir et être connu dans toute la France. Et en s'intéressant à toutes les époques ou avec une époque privilégiée? Alors au début, je m'intéressais un petit peu à toutes les époques. Hein, puisque moi, dans ma collection, j'ai commencé à collectionner depuis les armes à silex, hein, depuis le fusil réglementaire le 1717, jusqu'aux armes modernes. Mais après, je me suis surtout spécialisé dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était les deux périodes qui m'ont vraiment passionné, et dans mes lectures et dans ma collection. Donc, j'ai beaucoup importé de matériel. Hein, alors, je faisais à peu près entre 35 et 40 salons par an, c'est-à-dire que j'étais jamais chez moi. C'était énorme. Et j'en voulais, quoi. Voilà, il fallait que je me développe, vraiment. Donc, dans ma carrière, j'ai dû faire à peu près 1 millier de salons, ce qui est énorme. Mais c'était pas perdu. J'ai pu rentrer en relation justement avec des milliers de collectionneurs, de conservateurs de musées, de choses comme ça. Alors donc, c'est pour ça que j'ai quand même aujourd'hui un carnet d'adresses assez conséquent. Et en même temps, j'ai continué à améliorer ma collection. J'étais le mieux placé. J'allais dans les collections privées pour acheter. J'étais sur les salons quasiment tous les week-ends. Donc, j'ai pu accumuler quand même une collection, je dirais, assez importante. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était sur l'histoire locale. À chaque fois que je voyais, que ce soit dans le nord de la France ou dans le sud-ouest ou quoi, quelque chose en rapport avec le 15-9, j'achetais, toute époque. Et pas pour revendre, puisque... Pas pour revendre. Tout ça, ça a été mis de côté. Et avec une chronologie. Alors, j'ai commencé à collectionner de 1890, en gros, l'arrivée du 15-9 à Briançon, jusqu'aux années 60. Donc, ma collection, tout se tient avec des pièces exceptionnelles. Des fois, ça va de l'alpin, bien sûr, anonyme, jusqu'à l'officier connu. Voilà, j'ai vraiment des pièces exceptionnelles, quoi. Et je me suis aussi intéressé à une période bien précise, c'était celle de l'occupation ici dans le Briançonnais, hein, de l'occupation, libération, et surtout les maquis du Briançonnais. Donc là, je me suis intéressé à tous les matériels parachutés, les moyens radio pour la guerre des ondes, etc., les matériels de sabotage et autres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de matériel exposé. Une belle quantité de matériel, et puis il y a le matériel et il y a la vie. Vous êtes forcément intéressé aux gens, aux acteurs de ces époques. Bien sûr. J'ai eu la chance, c'était à la fin des années 70, de travailler dans une entreprise où on vendait du matériau. Et avec moi, il y avait un ancien du maquis, un ancien résistant qui était là, qui travaillait. Donc, il me racontait ces petites anecdotes. Hein. Il avait fui le STO, le service du travail obligatoire, pour aller se réfugier dans un petit hameau de montagne. Et il m'a raconté sa première libération, sa blessure, sa deuxième libération, les choses comme ça. Et là, j'étais passionné. Puis à chaque fois qu'il arrivait quelqu'un, qui venait se servir dans ce magasin de matériaux, il me disait, tiens, lui, c'était un tel, on discutait un petit peu du maquis. Et puis lui, il a été pris en otage par les Allemands quand on marche à l'Arsenal. On a réuni les hommes, on a à peu près 250 otages. Il me dit, lui, et ça m'a permis de discuter un petit peu avec tout le monde, et puis de continuer à se questionner dès qu'on me disait, tiens, lui, c'est un ancien des maquis, d'aller voir, de prendre des témoignages, etc. Puis les témoignages ont continué à grossir, jusqu'à devenir, avoir quasiment l'histoire complète des maquis du Briançonnais, etc. Et quelque chose de précieux aujourd'hui, parce que tous ces gens-là, petit à petit, disparaissent. Voilà. Tous ces témoins, aujourd'hui, ont disparu. Et j'ai des fois un regret, des fois on m'a dit d'aller voir un tel, et puis j'ai remis, puis j'ai appris son décès et autres. J'ai pas pu interroger tout le monde comme j'aurais voulu, parce que j'étais pris par mon travail déjà. Je pouvais pas, voilà. Mais je regrette pas, j'ai quand même accumulé beaucoup de témoignages, rien que sur cette partie exposition ou quoi, ou même si on montait un jour un musée, la partie maquis, à elle seule est un musée, quoi. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses. Oui, parce que quand on parle maquis, on pense plutôt le Vercors, plutôt que le Briançonnais, mais oui, on apprend quand même qu'il y a il s'est passé des choses, quoi. Oui, bien sûr, il y a eu plusieurs maquis, hein. Il y a eu 7 maquis principaux ici sur le Briançonnais. Et oui, et puis les maquis ont participé à la libération, hein, et les maquis des Hautes-Alpes en règle générale, quoi, hein. Il y a plus de 2000 maquisards qui ont participé à la libération de Briançon. Alors ça, c'est des histoires qui sont un peu tombées dans l'oubli. On en parle dans une conférence d'ailleurs qu'on a fait cette année pour les commémorations du 80e anniversaire de la libération de Briançon. Qui a fallu doubler d'ailleurs parce qu'il y avait tellement de public. C'était énorme, comme quoi il y a un intérêt. On le savait, hein, moi je sais que c'est un sujet qui passionne. Des fois,
Quand on en parle, bon, oui, vous croyez? Non, non, on en est sûr. Hein, puisqu'on avait déjà fait une conférence sur les parachutages du 14 juin au lac de l'Ascension à la Roche de Rame. Il y avait eu à peu près, je crois, 120 personnes qui étaient venues. Et on savait qu'ici, pour la Libération, ça allait attirer beaucoup de monde. Et la salle du cinéma contient 180 ou à peu près 180 personnes. C'est 200 personnes qui sont rentrées à la conférence et il y en avait encore quasiment autant sur le trottoir. Donc on a doublé le lendemain, ça a été improvisé, on a dit on double le lendemain, c'était encore plein. Et on vient d'en refaire une encore conférence sur la libération de Briançon pour les lycéens, hein, où la salle était encore pleine. Donc je dirais qu'on a, pour cette conférence, on a jusqu'à aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a eu à peu près 600 personnes qui ont vu cette conférence. Donc c'est de la, comme j'allais dire de la clientèle, c'est de la population locale qui s'intéresse à son histoire. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a un besoin aujourd'hui. Les gens ont découvert une partie de leur histoire, l'histoire de leur famille, des fois, quand c'est des gens qui sont natifs de la région. Et on s'est rendu compte récemment, donc à l'inauguration au nouveau baptême du lycée de Briançon, que les jeunes étaient particulièrement intéressés. Et si on avait un applaudimètre, et quand le nom de Patrick Lemaître et le nom de votre ami Maxime ont été cités, c'était le tonnerre d'applaudissements, quoi. Donc, on se rend compte que là, il se passe quelque chose. Oui, oui. Alors, il faut savoir qu'avec mon camarade Maxime, on intervient au lycée. Assez souvent, on a dû faire une quinzaine d'interventions, je crois, cette année, sur la Première Guerre et la Seconde Guerre. Donc, on a une façon de raconter les choses qui plaît déjà à leurs professeurs d'histoire, hein, puisqu'on nous demande. On arrive avec des objets, soit du maquis, soit et ils peuvent toucher, on en met sur toutes les tables, et on peut discuter, ils nous posent les questions en direct. Comme je leur dis au début des interventions, il n'y a pas de questions ridicules, vous pouvez y aller, on répondra à toutes vos questions, tout ce qu'on peut. Et bien sûr que ça plaît aux lycéens. Ça m'est arrivé aussi d'accompagner des voyages du lycée, hein, des voyages scolaires. Donc voilà, les jeunes du lycée nous connaissent. Donc c'est sûr que quand ils nous ont vus là, le jour de l'inauguration, n'était pas des inconnus. Oui, tout à fait. Alors, collecter des témoignages il y a quelques dizaines d'années, ça ne suffit pas forcément. Les recherches, vous avez continué et vous avez fouillé les archives partout pour trouver les détails qui, petit à petit, constituent une histoire, quoi. Oui, oui, il a fallu accumuler tous les témoignages, déjà, tout ce que j'ai trouvé. J'ai eu la chance de trouver quelques papiers du maquis, des rapports, hein, rapport à la région, que personne n'avait encore aujourd'hui consulté. Et comme sur l'histoire du 15-9, hein, j'ai passé la semaine dernière une semaine au service historique de la Défense pour pouvoir compléter tout ce que j'avais déjà. J'arrête jamais mes recherches. En fin de compte, elles ne s'arrêteront jamais. Je crois que je passe pas une journée sans ouvrir un bouquin sur les thèmes qui m'intéressent, quoi. Ça a été ça pendant des dizaines d'années. Hein, consulter les résultats des ventes aux enchères pour voir un petit peu ce qui est annoncé en vente, s'il y a une pièce qui me manque ou des choses comme ça. J'arrête pas, c'est tous les jours. Tous les jours, je passe un moment, je vais consulter, je regarde. Voilà. Ça, c'est une passion, je pense qu'il s'en ira jamais, quoi. Oui, vraiment, la passion de l'histoire locale et son aspect militaire. Je suppose que quand le 15-9 est parti de Briançon, ça vous a fait un choc. Bien sûr, il y avait un attachement. Hein. J'avais passé une année de ma vie au 15-9 et c'est devenu une passion. Il y a déjà pas mal d'années, je m'étais dit, il faudra un jour parler de tout ça. Il ne faut pas que l'histoire de ce régiment tombe dans l'oubli. Alors aujourd'hui, avec un camarade, hein, Laurent Demouzon, un camarade savoyard, on est en train d'écrire l'historique du 15-9. Mais quand je dis l'historique, c'est 2 volumes. Ça va être avec 5 à 600 photos inédites sur le 15-9, de toute époque, et on ne veut rien laisser passer. On coupe les cheveux en 4, c'est pour ça. Ça fait à peu près 15 ans qu'on a attaqué. Oui, bah, c'est long, puisqu'on fait ça, voilà. D'ailleurs, il faut que je me remette à écrire, là. Et on devait le finir normalement en 2025. Je ne sais pas si ça sera prêt, le premier volume au moins. Et c'est un travail énorme, mais il faut absolument laisser une trace. Alors ça c'est pas une histoire, comment dire, c'est pas pour gagner de l'argent. 15 ans pour écrire un livre, les recherches que j'ai fait, les déplacements et autres, voilà, il faut absolument laisser une trace, quoi. Et ça, je pense que ça finalisera un petit peu ma carrière là-dessus. Finir sur quelque chose comme ça, pour moi, si un jour on m'avait dit que j'allais écrire un livre... Oui, l'enfant de la banlieue parisienne, voilà, pas forcément... mais je pense que ça va être quelque chose de pas mal du tout.
Ouais, parce que bon, là, on va dire qu'il n'y a pas de concurrence, parce qu'il existe quelques petits bouquins, des recueils de cartes postales ou autres sur le Oui, oui. 15-9. Mais bon, c'est Non, vrai aussi qu'à la fermeture, il y a eu dispersion aussi d'un savoir et d'un oui, passé. certainement. Mais Parce- là, ce qu'on est en train d'écrire, je pense que ça va être d'une autre dimension, quoi. voilà. Ça va être, ça va. On parle du 15-9, mais il faut savoir que le nom de la ville de Briançon et celui du 15-9 est indissociable. Mm. Dans notre livre, on va parler aussi bien bon, de l'aspect militaire, mais de l'aspect local aussi. C'est l'histoire locale, le 15-9. C'est le développement de la ville, etc. Pendant des générations, 80% à peu près des gens qui étaient mobilisés au 15-9 ou appelés au 15-9 étaient des Briançonnais, Queyras, l'Argentière et la vallée de Valouise. C'était 80% du 15-9, c'était du recrutement local. Bon, de temps en temps, ils allaient chercher un Parisien pour compléter. Après, dans les années un peu plus modernes, Ouais, là, je vous parle un petit peu ouais. de l'avant 14 ou de l'entre-deux-guerres. Voilà, c'était le recrutement était surtout à base de montagnards. Alors, si on veut garder une image de l'histoire du 15-9, qu'est-ce que ce serait cette image que vous gardez en tête? Hors vos souvenirs personnels, mais dans Oui. l'histoire globale. L'histoire globale qui a marqué vraiment l'histoire du 15-9, bien sûr, c'est l'introduction du ski dans l'armée, qui a démarré ici à Briançon, hein, à partir de 1900. Ça, c'est la grande histoire. Donc, il y aura un grand paragraphe sur l'histoire du Quand ski. on On dit va paragraphe, découvrir ce sera même un chapitre. ouais, ouais, Ouais. un chapitre sur le ski. Ça, c'est vraiment l'image que j'en garde et que je veux dire, quand on parle 15-9, l'histoire du ski. C'est assez. Et celui de la Première Guerre mondiale. 4 ans et demi de guerre pour le 15-9. Là, Hors c'est Briançonnais d'ailleurs. hors du Briançonnais, hein, puisqu'ils vont aller se battre depuis l'Alsace, les Vosges, l'Artois, Verdun, et pour finir après en Belgique. C'est là où le 15-9 va vraiment rentrer dans la légende. Là, c'est vraiment les grands moments. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est ces moments qui se sont un peu oubliés, quoi. Voilà, avec le sacrifice de tous ces jeunes gens qui sont passés par les casernes. Hein, donc ça, j'en parlerai encore longtemps, je pense. Alors, cette période de la Première Guerre mondiale, vous l'avez présentée au Briançonnais, c'est ce qui vous a fait un peu connaître Ouais. localement, avec deux expositions, puisque en une seule, il n'y avait pas de quoi tout montrer, mais une et deux expositions au Centre d'art contemporain qui n'ont pas forcément été, si j'ai bien compris tout à l'heure, faciles à monter. Oui, c'était en 2013. En 2013, je propose à la ville de Briançon une exposition sur la Grande Guerre, la guerre de 14. Et j'ai eu beaucoup de mal à avoir une réponse. 2013, je propose une exposition pour la mobilisation, hein, août 1914, et pas de réponse. La 2014 arrive, toujours pas de réponse. On arrive sur 2015, et là, bon, j'ai fait une dernière proposition à la ville de Briançon, et c'est grâce à mon ami Jacques Jalad, le président du Souvenir français, qui a insisté auprès de la ville, et j'ai pu en fin de compte avoir un lieu pour faire cette exposition, ce qui est le Centre d'art contemporain sur la place d'Armes, hein, dans la cité Vauban. Et j'ai pu avoir le lieu simplement à partir du 15 septembre, ou en gros au 11 novembre, quoi, hors saison. Et là, les Briançonnais ont pu me découvrir, parce qu'en fin de compte, on me connaît surtout à l'extérieur, hein, en France, un peu partout en France, puisque j'avais déjà fait des expositions sur la guerre de 14 à Nice, hein, inaugurée par Christian Estrosi à l'époque, à la gare de Nice. J'avais fait une exposition au musée départemental, travaillé avec le musée des troupes de montagne, et d'autres expositions, l'Argentière, etc. Mais jamais à Briançon. Et là, les gens m'ont découvert vraiment à Briançon. Donc, ça a été un très grand succès déjà sur la première expo. Et on avait fait la période, comme le centre d'art contemporain était trop petit, on a fait une première expo qui 1914-1916. Et on a renouvelé après avec une seconde expo en 2018, 1916 à 1918. Et là, pareil, même succès, hein, 36 classes de scolaires qui étaient passées, etc. Et au total, pour ces deux expos réunies de la Première Guerre mondiale, on a fait 11 500 visiteurs, tout ça hors saison. Alors là, c'était extraordinaire, quoi. C'était vraiment Inattendu pour inattendu. les propriétaires de la salle, on va dire. Oui, oui, c'est du jamais vu, quoi. Donc quand je dis que les gens ont envie de connaître leur histoire, c'est pas. Alors des fois on me dit mais il faudrait faire un sondage, pour voir. On l'a fait le sondage. Il est Oui, là. c'est concret. On connaît Ils viennent. l'intérêt. Ouais. On connaît l'intérêt. Voilà. Donc j'ai fait des expos.
certains Briançonnais me connaissaient quand même avant, puisque j'ai quand même organisé à Briançon en gros, 10, hein, j'allais dire une dizaine. J'ai organisé 10 salons d'antiquité militaire. Mais là, ça touche essentiellement des passionnés du sujet. Alors que quand Oui, vous faites une expo voilà. publique ou une C'est pas des conférence, collectionneurs, c'est des ouais, c'est des gens qui qui s'intéressent. sont pas spécialement passionnés d'histoire militaire, mais ils viennent, Mais c'est l'histoire locale, l'histoire locale. c'est l'histoire du pays où ils vivent, quoi. Voilà. D'ailleurs, à chaque fois, on parle beaucoup d'histoire locale, comme vous avez vu dans les conférences ou autres qu'on fait. On ne parle pas simplement des gens qui tirent, des morts, etc. C'est ce qu'on a fait dans les expos ce 14-18. Ça m'est arrivé de recevoir des groupes pendant 2 heures dans l'expo et de leur parler des uniformes, du matériel et tout. Et à la fin de l'expo, je leur dis, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Oui, j'ai pas parlé une seule fois d'armes ou de morts. On arrive à parler à travers ces expositions d'autres choses, hein, de la vie des hommes, vie de la maladie, quotidienne. des animaux dans la Grande Guerre, des choses. Il y a plein de sujets, plein de sujets intéressants. Ce qui permet peut-être de vous réconcilier avec un courant antimilitariste qui peut faire obstacle à ce genre de connaissances. Oui, oui, oui. Souvent, on a un a priori sur les collectionneurs, ce que j'appelle de militariens, en gros. Je sais que pendant des années, j'ai jamais osé en parler dans des conversations. Ah, je collectionne les armes anciennes ou quoi. On était catalogués, c'était presque une maladie honteuse. Il fallait pas parler de la collection d'armes anciennes. Aujourd'hui, on arrive à en parler, et puis peut-être que je parle un peu plus facilement de tout ça, quoi, avec mon expérience. Mais j'ai rencontré tellement de gens intéressants dans ma carrière qui collectionnent. Ça va du chauffeur routier au livreur, au magistrat, à un député. J'avais dans ma clientèle tout type de personnes, mais que des gens pacifiques. C'est loin de cette image qu'on a voulu donner justement à la collection de militaria ou collectionneurs carrément, collection d'armes anciennes ou choses comme ça. De paramilitaires. Oui, 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 là, souvent on fait un rapprochement, c'est des gens qui n'ont rien à voir. Même dans les gens qui font de la reconstitution de scènes historiques, c'est pas forcément des bagarreurs, quoi. Pas forcément des bagarreurs. On a des gens qui sont plus proches du professeur d'histoire que du nasillon ou de gens comme ça, quoi. Voilà, il y a un rapprochement. Vu de l'extérieur, souvent, les gens font des commentaires qui n'ont, en fin de compte, rien à voir avec la réalité. Hein, c'est des passionnés d'histoire, des collectionneurs et passionnés d'histoire, tout simplement. Et lors de l'anniversaire de la libération de Briançon, il y a pas mal de matériels qui ont évolué, notamment un blindé américain. Donc vous y êtes un peu pour quelque chose aussi. L'accueil du public a été quand même assez exceptionnel, quoi. Oui, oui. Oui, oui. La dernière expérience, c'était au 60e anniversaire de la libération de Briançon, il y a 20 ans, où on avait déjà fait pas mal de choses. Hein. J'avais contribué à une petite exposition, habillé un groupe de goumiers marocains, des résistants, des choses comme ça. Et là, c'est venu avec au cours d'une discussion avec Claire Barnéou, adjointe au maire de Briançon. Et elle me dit, tiens, pour le 80e, ça serait bien qu'on fasse quelque chose de marquant. Et là, je lui dis, si tu veux, on peut faire quelque chose. J'ai gardé tout le dossier du 60e. Voilà comment ça s'était passé. Voilà, reconstitution, etc., conférences, bals et autres. Et je lui ai soumis un projet. Alors, on a eu une réunion à la mairie hein, avec tous les gens qui vont participer. Et puis après, on a monté un petit groupe de travail avec les anciens du Régiment de la Neige, avec l'amicale des anciens du 15-9, hein, qui a fortement participé d'ailleurs, les lycéens qui ont participé avec des personnes du lycée, etc. Et après, réunion avec la police municipale, les pompiers et autres, et organiser tout ça. Et voilà, quoi. Je pense comme on dit, on en a réussi notre coup. Ah oui, On a vraiment marqué l'événement et voilà. C'est une fierté. La récompense, c'est de voir le visage des gens, de les voir heureux, de dire ah enfin on a fait quelque chose de bien. Voilà. Et le visage aussi des participants, parce que je me souviens de ce blindé qui descend la Gargouille, alors qu'à l'origine, je crois, il l'avait remonté, mais Oui. là, c'était dans le sens de la descente. Les gens qui étaient sur l'engin étaient, je dis pas comme à l'époque, mais il y avait un sourire, une bienveillance qui était partagée avec le public, quoi. Quand on parle de reconstitution, en fin de compte, l'idée c'était ça, de faire descendre des engins de la Seconde Guerre mondiale, hein, civils ou militaires, hein, descendre la Gargouille et arriver au monument aux morts, et après faire un tour en ville. Alors là, il a fallu faire jouer tous les contacts. Hein, c'est là où justement, toutes ces années derrière d'avoir côtoyé tous ces collectionneurs et autres,
ont facilité la chose, quoi, pour faire venir quand même du monde, avec un budget assez réduit, hein, puisque j'avais un budget assez réduit. Là. Alors j'ai fait jouer un peu le réseau de copains, quoi. Il fallait, allez, me prenez pas trop cher, parce qu'il faut faire venir quand même des porte-chars, des choses comme ça Ouais. pour les gros engins et autres. Et voilà, en gros, tout a été réussi, quoi. Voilà, il n'y a pas eu un couac, tout s'est bien déroulé. Bon, à part le lendemain, le dimanche, un peu de pluie, hein, puisqu'on avait monté un campement Seconde Guerre mondiale au parc de la Chappe. Voilà, on a eu un peu moins de monde, il pleuvait à verse pratiquement toute la Oui, journée. mais la pluie, c'était aussi une reconstitution, puisque la libération s'était faite quand même, il faisait pas très beau. Exactement, tous les rapports que j'ai, hein, en gros, j'ai un rapport du 63e d'artillerie d'Afrique, hein, qui s'est mis à Bouchier justement pour tirer sur Puy-Saint-Pierre. Dans ces rapports, le premier, il pleut, le 2, il pleut encore. Les Guitoux n'ont tenu. Le 5, on attaque sous la pluie. Le 6, il pleut. D'ailleurs, j'ai une photo de la prise de la vieille ville où on voit un tirailleur marocain avec un imperméable, quoi. Il pleut. Pendant toute la libération, il a plu. Pendant tous ces jours de libération, en gros, entre le 4, 5, 6 et jusqu'au 7, hein, on n'en parle pas pour la prise du fort des Trois Têtes, hein, dont on parle pas mal en ce moment. Il a plu. La libération s'est passée sous la pluie. Donc le ciel a participé à la fête, quoi. Voilà, exactement. D'une certaine façon. Ouais. Alors, toutes ces collections, ces témoignages, cette connaissance, vous n'avez pas envie qu'elles se perdent. Donc, vous travaillez depuis déjà quelques années avec Maxime, qui est lui aussi un passionné, j'allais dire un futur passionné. Non, déjà aujourd'hui passionné. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça c'est mon jeune camarade. Alors, on est assez inséparables aujourd'hui, malgré notre différence d'âge. Je crois qu'on s'est bien trouvé. Maxime a dû me rejoindre, il devait avoir 13 ou 14 ans. Hein, il était venu avec sa mère pour m'acheter un pantalon américain. Et puis, il m'a plus lâché. On a été partout en France sur les champs de bataille avec lui du 15-9, puisque c'est ma passion, il m'a suivi. Et puis, dans nos expositions, il m'a aidé. Hein, dans les 2 expositions sur la guerre de 14, la dernière exposition sur les affiches, on avait fait une expo à l'ancienne bibliothèque sur les affiches. Ça, c'était une exposition aussi assez intéressante, hein, sur les grands illustrateurs de la Grande Guerre, hein, Poulbeau, Abel Fèvre, etc. Il m'a toujours suivi et il a appris, mais dans tous les jeunes gens que j'ai côtoyés, bien sûr, il y en a qui s'intéressent à l'histoire et autres, mais lui, c'est le seul à qui j'ai pu transmettre quasiment toutes mes connaissances. Il y en a encore à lui transmettre sur l'uniformologie, les textiles, l'armement, les mécaniques, etc. Et qui a enregistré et qui a continué à étudier par lui-même. Donc là, on a monté quelques conférences, hein, dont celle de la Vous faites Libération. des conférences à 2 voix, quoi, maintenant. C'est ce qui plaît. Ouais. On se passe, voilà. Alors, et puis il a une grande facilité pour parler devant le public. Ça, c'est très bien. Et je pense que, comme je dis toujours, l'élève est en train de dépasser le maître. Je pense que dans quelques années, voilà, c'est formidable. Alors moi, j'y souhaite une belle carrière, hein, ce qui n'est pas évident. Aujourd'hui, il a sa carte de guide conférencier. Et voilà, j'aimerais bien Il n'arrive pas à valoriser localement. Il n'arrive pas à valoriser localement. Ça c'est bon, quelque chose. Il a monté une opération dans un blocos aussi, qui a l'air de marcher quand oui, même. Oui, il a bien retapé un petit. Il l'appelle le bunker. C'est un abri alpin de la Seconde Guerre mondiale, hein, de la ligne Maginot, en fin de compte. Et il a fait un gîte insolite, hein, où les gens peuvent aller passer un séjour, une nuit ou plus, ou quoi. Il organise des dîners-conférences à l'intérieur, etc. Voilà, il est passionné aussi sur cette histoire de la première bataille des Alpes et de la seconde bataille des Alpes, qui est assez méconnue dans la région, en fin de compte, hein, puisqu'on s'est battu sur les crêtes frontières, que ce soit en juin 40 ou sinon après pendant l'hiver 44-45. Et il raconte très bien l'histoire. Ça, c'est formidable. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui va, j'irai prendre la suite, continuer à transmettre, en espérant qu'avec tout ce savoir, avec nos 2 savoirs, on arrive à être reconnu un jour et pouvoir faire quelque chose d'intéressant à Briançon. Voilà. Ça, alors, on mettra en commentaire, dans la description de la vidéo, ces coordonnées justement pour le bunker. Oui. Pour rebondir sur la bataille des Alpes, pour montrer que ça intéresse, une des vidéos les plus regardées de cette chaîne Là-haut TV, c'est celle que j'avais fait à l'époque avec Jean-Luc Charton sur la prise du la bataille du Chaberton. Donc ce sont quand même des sujets qui intéressent et qui intéresseraient encore plus si à Briançon on arrivait à monter un musée.
Voilà. Donc, parce que vous avez la matière ici. On n'a pas été visiter les réserves, mais rien qu'à en parler, on se dit qu'il y a de quoi faire. Il y a de la matière. Ouais. Alors au début, je collectionnais pour moi, Mm. pour le plaisir d'avoir des objets. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une chronologie dans ce que j'ai. Je ne me suis pas spécialisé à collectionner les casques ou les fusils ou autre. C'est une chronologie de 1890, en gros, aux années 60, sur l'histoire militaire, en gros, du Briançonnais, voire des Hautes-Alpes, quoi. Et l'idée, elle date pas d'aujourd'hui, elle a une vingtaine d'années, avec une conversation que j'avais eue à l'époque avec Alain Bérou, hein, qui était maire à l'époque de Briançon, où on parlait du musée international du ski. Ça, c'était un petit peu l'idée de monter ça à Briançon, et pourquoi pas, après, l'histoire locale. J'avais parlé un petit peu de ma collection, etc. Et oui, ça l'avait fortement intéressé. Après, j'en avais discuté aussi avec Samuel Peterman. Hein, et puis, ça a continué avec... sous la municipalité de M. Fromm, hein, on en a parlé et autres, et on n'a fait qu'en parler. En réalité, le projet, ça intéresse tout le monde, mais personne n'a pris la décision justement de concrétiser tout ça, d'aller jusqu'au bout, quoi. Alors aujourd'hui, bon, ben, bien sûr, je suis en rapport avec notre maire, hein, Arnaud Murgia, et ça devrait se concrétiser d'après ce que j'ai entendu, quoi. Voilà. Ah, on parle de plus en plus de 2030, des Jeux Olympiques, et ça pourrait être, puisque c'est le déclencheur de beaucoup de choses, que ce soit sur les liaisons SNCF, sur les équipements, pourquoi pas avoir un musée de la tradition militaire et globalement de l'histoire locale, quoi. Oui, oui, oui. Ça serait vraiment l'opportunité d'avoir un musée. Comme je dis toujours, les années ont passé, hein, tout le monde vieillit, même dans mon entourage, tous les gens qui devaient m'aider à monter ce musée, parce que avec mon métier, j'avais mes équipes de restaurateurs, pour les cuirs, pour le métal, pour le bois, pour les choses comme ça. Tout le monde a vieilli, des gens qui sont bien plus âgés que moi. Et j'ai toujours dit que le temps n'allait pas jouer en notre faveur. Plus on va attendre, plus ça sera difficile de monter ce musée. Et aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé aux limites. Si on ne le fait pas aujourd'hui, Ça peut pas marcher. ça ne marchera plus. Ouais. Déjà de mon côté, là, pour moi, c'est ce que j'ai dit cette année, c'est vraiment l'année de la grande décision. On continue, ou voilà, je ne pourrais pas garder ma collection. J'ai forcément des gens qui sont intéressés, hein, par tout ce matériel. Et oui. Et j'ai une décision à prendre. Donc voilà, maintenant, il va falloir, si on veut monter ce musée, avoir une réunion vraiment sérieuse avec la mairie, hein, qu'on développe tout ça, les conditions, etc., la transmission de ma collection, voir tout ça. Oui, parce que vous avez envie vraiment, pas d'un musée personnel, mais de participer à la collectivité, à une action vraiment partagée, quoi. Mais bien sûr, Ceci, sinon, vous louez une petite salle et puis vous exposez trois objets, quoi. C'est pas l'esprit. c'est ce que je dis. Je dis, moi, si j'ai toujours prêché pour le musée, c'est pas pour moi, je l'ai, ma collection. Ouais. Les copains qui veulent voir, ils viennent. C'est pas pour moi. Pourquoi pas faire en profiter un large public? En fin de compte, c'est ça. Et on l'a vu, comme on dit, les deux expositions sur la Grande Guerre qu'on a fait à Briançon, ça en est la preuve. C'est un test grandeur nature. C'est un test grandeur nature, là. Donc maintenant, c'est entre les mains de notre maire, voilà, avec qui j'étais de très bon rapport, hein, mais j'espère que là, si l'idée est lancée du musée, comme on l'a appris récemment, hein, Oui, ça a été évoqué lors de la conférence de presse voilà, au Fort des Têtes, du Fort des Têtes. si on a la surface pour faire un beau musée, on peut faire vraiment, je pense, quelque chose de très bien. Voilà, maintenant, il faut m'écouter, m'accorder du temps pour pouvoir m'expliquer, pour qu'on travaille là-dessus. Parce que monter un musée, j'ai l'exemple de camarades qui ont monté un musée. On part pas de zéro, là. Ouais, là, qui ont monté un musée, le dernier, c'est en Alsace, c'est 3 ans. Le temps d'installer les scènes, etc., de trouver les gens compétents pour la scénographie, tout ce qui est montage vidéo, audio, machin. Et c'est un délai de 3 ans. Il faut attaquer aujourd'hui, quoi. Il faudrait attaquer aujourd'hui si on veut monter un musée, d'ici quelques années. Maintenant, voilà, je dirais que la balle est dans le camp de la municipalité. Et vous êtes prêt. Ah, moi, j'ai toujours été prêt. Je suis dans les starting blocks depuis des années, hein, voilà. Ouais. Sauf que faut faire attention, parce que quand on fait trop attendre les gens, on se dépassionne. Autant on est à fond sur un projet, et puis après le projet risque de dépassionner beaucoup de monde autour. Vous savez, C'est la fatigue, quoi. c'est la fatigue, et puis on m'a tellement fait croire que j'allais avoir un bâtiment, et ici et là, que
des fois, on baisse les bras. Voilà. Donc, il ne faut pas en arriver là. Maintenant, je pense qu'il faut aller vite. Il faut aller vite. Alors en attendant le musée, il y a régulièrement des cérémonies mémorielles en Briançonnais, que ce soit au col du Lautaret, au monument aux morts de Briançon. Et là, vous prenez votre part, parfois comme au Lautaret, en apportant une petite information qui fait que la cérémonie de cette année n'était pas la même que celle de l'année précédente. Oui, oui, cette année, on a eu la chance d'avoir M. Laurence, qui est venu témoigner justement sur son père, qui a fait partie d'un de ces fusillés au col du Lautaret, Jacques Laurence. Et je l'ai eu au téléphone quelques temps avant, et je lui ai appris que son père était un agent du SOE, d'une branche des services secrets anglais. Et alors, il était étonné. Pour lui, son père, il s'occupait d'un petit hôtel à Villard-d'Arène, oui. Et non, je lui ai appris que son frère avait le grade de lieutenant, d'ailleurs. C'était un militaire des services secrets. Donc, sa famille n'était pas au courant. Oui, c'est le principe des services secrets. Alors, quand on dit services secrets, il a peut-être été simplement recruté pour le renseignement. Le passage du col et tout, on a besoin de renseignements, de transmettre du renseignement, le passage des troupes, les choses comme ça. Et il a pu le glisser dans son discours au col du Lautaret. Ça m'a fait plaisir, quoi. Alors, on n'a jamais fini d'apprendre. Ouais. On tombe toujours en ouvrant, que ça soit dans les archives ou dans des archives familiales ou des choses comme ça, d'apprendre toujours un détail, rajouter tout le temps un détail à l'histoire. C'est jamais figé, on va toujours rajouter. C'est comme dans une collection. On n'a jamais fini d'enrichir sa collection. On démarre. Là, je dis, j'ai de quoi monter un musée, mais on a encore des belles pièces à rentrer dans l'avenir. Ouais. Si on ouvre un musée, il y a peut-être ça va peut-être décider certaines familles à sortir des choses, des archives familiales ou peut-être du grenier ou autre, dire regardez ce que j'ai. C'est ça qui est intéressant. C'est jamais fini. On est tout le temps. Et le dernier scoop que vous avez sorti, c'est Suzanne Joulier-Rousse, dont personne n'avait jamais entendu parler à Briançon. Faut être honnête. Oui, ça fait partie de mes recherches. Ça, c'était quand je dis que j'ai fait des recherches sur la résistance, j'ai fait des recherches sur la résistance, mais aussi des agents alliés dans la résistance. C'est-à-dire que les alliés ont participé, ici, partout en France, mais aussi au niveau des départements. On parlait du SOE, justement, c'est le SOE qui va proposer les livraisons d'armes, je dirais en gros, sur le département. Et Suzanne Joulier avec une autre personne qui s'appelle Jacques Langlois vont arriver dans le département pour organiser tout ça. Les livraisons d'armes et sabotage et coordonner les actions de la résistance, ici dans le Briançonnais surtout. Et ça, c'est devenu toujours pareil avec une conversation avec Claire Barnéou, où elle me dit qu'on va renommer le lycée de Briançon comme 6 lycées sur la région PACA. Et elle me demande si je connais le nom d'un résistant qui mériterait justement d'avoir son nom rattaché au lycée, ou elle me dit, voire d'une résistante. Je dis, les noms de résistantes ici dans le Briançonnais, il n'y a pas grand monde. Enfin, j'ai dit, il y en a une qui mériterait, et donc j'y raconte l'histoire de Suzanne Joulier. Ancienne lycéenne et oui, là, elle est arrivée ici, mais il faut savoir qu'elle a fait ses études et elle a passé son bac ici au lycée. Et sa mère était d'ailleurs enseignante aussi au lycée. Donc, redonner le nom du lycée à une jeune femme qui a fait ses études, qui a participé à la résistance ici dans les Hautes-Alpes, et qui a eu une mort tragique à Gap, puisqu'elle est morte d'une rafale de mitraillette, en arrivant à la caserne des Michel à Gap. Voilà, donc je lui ai raconté l'histoire, comme je dis, c'est une histoire qui est digne d'une héroïne d'un roman d'espionnage, c'est formidable. Donc Claire a tout de suite, elle a trouvé cette histoire extraordinaire, elle a fait remonter l'information au niveau de la région, et voilà, on est arrivé jusqu'à l'inauguration. Et lors de cette inauguration, les jeunes lycéens étaient particulièrement fiers, quoi. Ils étaient fiers et puis impliqués, quoi. Ils ont travaillé justement sur la biographie de Suzanne Joulier. Moi, je leur avais fait parvenir ce que j'avais comme info pour pas que nos deux discours se chevauchent. J'avais bien fait attention d'en faire un qui n'avait rien à voir avec le leur. Et ça s'est vraiment bien passé. Puis ils étaient vraiment impliqués, vous les avez vus. C'était formidable. Nous sommes fiers que... Voilà. Et puis maintenant, c'est à eux de transmettre l'histoire de Suzanne Joulier, de la raconter aux générations de lycéens qui vont se succéder. C'est à eux d'entretenir maintenant la mémoire de cette jeune femme, qui avait 24 ans à l'époque. Alors, on arrive à un moment de notre conversation où je vais vous proposer de répondre à une question que je n'ai pas posée. Vous auriez eu envie que je la pose, mais en gros, qu'est-ce que vous auriez envie
d'ajouter à notre conversation? Comment m'est venue en réalité cette passion pour l'histoire et le début de ma collection. Voilà, en fin de compte, je crois que le déclic, j'avais une douzaine d'années. À l'époque, notre jour de congé, c'était le jeudi. Et j'ai été jouer chez un camarade qui avait une petite propriété, une maison. Et puis, bien sûr, comme tous les gamins, on fouille, hein, on va dans le sous-sol. Et en fouillant dans les vieux objets et tout, il y avait un casque de soldat de la Grande Guerre, un casque de poilu. Et là, je l'ai touché, mais comme si on venait de trouver un trésor, quoi. Je dis, mais c'est formidable, on l'a regardé, on a parlé autour de tout ça. Et quand on a un objet comme ça dans les mains, on s'imagine un peu, on a vu, à l'époque, on voyait le film, les croix de bois, les choses comme ça y est, je revivais ce que j'avais vu dans le film, quoi. Et il m'a fait la surprise, c'est de me l'amener à l'école et de me l'offrir. Il a demandé à ses parents. Ça a été l'élément déclencheur. Ah ouais. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous en parlez toujours avec l'émotion qui va avec. Ouais. J'ai du mal à raconter. Ça, c'est ce petit gamin de 12 ans qui repart avec le casque sous le bras. Ah ouais. Et donc, si vous devez vous débarrasser de la collection que vous avez, un casque comme ça ne peut pas. Il n'y a pas de prix. Ouais. Eh bien, là maintenant, on va s'adresser aux prochaines personnes, à la prochaine personne que je vais rencontrer pour dresser son portrait. Et je vous propose de lui poser une question. Alors, on ne sait pas qui c'est, hein, bien sûr, mais comme une bouteille à la mer, on pose une question à cette personne. Alors, c'est sûr que je parle toujours de l'ouverture d'un musée à Briançon, et justement, je demanderai à cette personne qu'est-ce qu'il pense de la pertinence justement d'ouvrir un musée à Briançon, et surtout un musée sur le site du Fort des Trois Têtes. Patrick, merci de cette conversation émouvante, et puis d'avoir remonté dans un passé qui intéresse de toute façon tout le monde. Merci.